comment les collectivités s'investissent dans ces projets, quelle posture adopter quand on est une collectivité, en soutien à une initiative citoyenne existante ou en portage direct. Donc, on a plusieurs témoignages qui illustrent en fait ces différents portages. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, la question se pose aussi de comment la collectivité fait tiers-lieu, puisqu'on peut rappeler qu'un tiers-lieu, à l'origine, en tout cas, c'est une initiative citoyenne qui fait la part belle à l'expression des citoyens, qui offre un espace, en tout cas, pour que des acteurs engagés sur un territoire portent des projets d'utilité sociale. Donc, avec nous, des personnes en présentiel et des personnes en duplex. Donc, on aura des témoignages de 2 élus maires plutôt de communes, petites villes, et ensuite des binômes, binômes élus et porteurs de projets, qui partageront donc à la fois leur vision du lien vertueux entre initiatives privées, citoyennes et collectivités, et qui aussi exposeront la nature de leurs relations voilà, dans le cadre de leur coopération. Et puis, avant de démarrer, nous sommes aujourd'hui dans un très beau décor, un tiers-lieu qui se situe à Malakoff, qui s'appelle La Trésor. Et donc, on remercie La Trésor de leur accueil pour ce premier webinaire. Et La Trésor, on les retrouvera dans les prochains webinaires. Donc, pour vous redonner aussi le programme à venir. À la rentrée, on aura un 2e opus qui sera sur les modèles économiques. Donc, comment les collectivités territoriales soutiennent le développement et l'appui au modèle économique des tiers-lieux, que ce soit par le soutien au foncier, de la subvention, mais aussi de la commande publique à destination des tiers-lieux. Un 3e webinaire qui aura lieu en octobre sur faire tiers-lieu au sein des lieux publics. Donc là, avec un focus sur bibliothèque, musée, école, comment on fait tiers-lieu dans un lieu public. Et puis un 4e qui sera en toute fin d'année, au mois de décembre. Et là, c'est carte blanche. Et donc, on vous invite dans le chat à nous faire aussi vos propositions sur les thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde sur la même logique, avec témoignages d'agents ou d'élus et de porteurs de projets de tiers-lieux. Alors, on a un timing un peu serré aujourd'hui parce qu'on a pas mal de personnes intervenantes, mais on devait commencer à 10, donc c'est parfait. Donc, on va démarrer. Ce qu'on vous propose, c'est de plutôt prendre vos questions au fil de l'eau, donc via le chat. Donc, à chaque fin d'intervention d'un témoignage, on posera 2 questions. Puisqu'on risque d'être un peu court pour faire des questions-réponses en fin de webinaire. Donc, on démarre avec Fabrice d'Allongeville. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc, vous êtes maire d'Auger-Saint-Vincent. C'est cela. Une commune de 530 habitants, je ne sais pas si... 551. 551 habitants dans l'Oise. Vous êtes vous-même et la collectivité à l'initiative d'un tiers-lieu sur votre commune. Donc, la question est simple, c'est pourquoi déjà et comment la collectivité fait tiers-lieu dans votre commune. Quels sont, alors on cherche à outiller pas mal les personnes qui nous écoutent. Donc, quelles sont pour vous les bonnes pratiques, les écueils, par quoi vous êtes passé et comment évolue le projet, puisque c'est un projet qui est en pleine évolution sur votre territoire. Et donc, voilà, on se laisse 10 minutes pour vous écouter. Merci. Merci pour de l'invitation et de cette initiative. Bonjour à tous. Alors, Auger-Saint-Vincent, c'est un village de 551 habitants qui est situé dans l'ancienne région Picardie, dans l'Oise, pas très loin de Paris, à 70 km de Paris, grosso modo. Et le projet de tiers-lieu est né... c'est d'une façon un peu empirique. Alors, j'en ai une part de responsabilité parce que je suivais l'émergence de toutes ces initiatives depuis quelques années. Et puis, une autre raison plutôt locale, parce que notre village est engagé dans une démarche citoyenne depuis très longtemps autour de la journée citoyenne et une implication pas mal des habitants. Donc là, c'est un peu les différents éléments qui ont permis de faire avancer, sans qu'on s'en rende forcément compte, le projet. Et le projet en lui-même est né de l'acquisition d'un bien qui est l'ancien presbytère, qui est situé sur la place du village,
que tout le monde peut imaginer. On voit bien la mairie pas très loin, l'église pas loin, évidemment le presbytère plus près de l'église que de la mairie. Mais là, on a fait du gain de terrain, donc on a récupéré le presbytère pour en faire un bâtiment de 300 mètres carrés avec une très grande faîtière à 9 mètres, donc il y a beaucoup de volume. Et le bâtiment lui-même était de très bonne qualité. On a réussi j'y viendrai peut-être après sur un peu la partie montage. Et le projet était d'aménager sur la moitié un gîte, un meublé de tourisme avec 3 chambres, bonne qualité, avec salle de bain, toilette dans chaque chambre, vraiment aménagé par une architecte d'intérieur du village. Et puis sur l'autre partie du bâtiment, on a aménagé un café avec une licence 4 liée dans le sillage de l'agenda rural qui avait été mis en place par l'État suite à la crise des Gilets jaunes et des cahiers de doléances. Donc, un café citoyen, donc, géré par des habitants, avec une épicerie et puis une salle de spectacle qui a été aménagée dans l'ancien garage du presbytère, entièrement sonorisée, pour proposer beaucoup de propositions culturelles, musicales, théâtre, des débats, des soirées de retransmission aussi de matchs de football ou de rugby, enfin des événements. Et puis un 4e projet qui tourne autour d'un projet éditorial. Donc ça, c'est un projet éditorial en relançant une revue qui s'appelle La Rurale, dont on a récupéré des droits. Ça, c'est le cadre un peu général. Mais en fait, ce qui s'est greffé dessus, c'est d'autres choses. Par exemple, une France Service avec un animateur numérique tous les mercredis après-midi. Ça ne vient pas de notre fête, c'est un centre social voisin qui nous a proposé de venir proposer des prestations le mercredi. Donc, maintenant, on a cette dimension numérique qui est chère qui est chère au tiers-lieu numérique en général. Et puis, le département sur le service solidarité qui nous a contactés pour un appel à projet, y participer pour lancer une opération auprès des aidants. Donc, une fois par mois, le jeudi, le café citoyen et le rez-de-chaussée du gîte à côté sont réservés par les équipes du conseil départemental et ils accueillent des aidants pour leur apporter soins, etc. Donc là, il y a des éléments un peu différents qui s'agrègent. Et la particularité de ce projet, c'est d'être d'origine communale. Donc, ce n'est pas une association locale, ce n'est pas une démarche citoyenne de citoyens engagés ou qui avaient envie de faire quelque chose. C'est vraiment un projet de la commune qui est arrivé et qui n'aurait pas pu non plus sortir si les habitants n'étaient pas impliqués dans le projet. Donc là, c'est des chemins différents par rapport à l'origine des tiers-lieux et nous, le chemin qu'on a pris. Donc, un engagement bénévole avec une association qui a été créée pour gérer le tiers-lieu, mais pas le gîte communal. Le gîte communal est en régie directe. Nous avons pris 2 services civiques depuis le lancement de ce projet pour venir en soutien des bénévoles, parce que les bénévoles ne peuvent pas tout. Donc, on a pris la décision très tôt de prendre des services civiques, puis aussi pour inclure les nouvelles générations dans ce type de projet dans un village rural, ce qui montre bien qu'en fait, l'innovation sociale peut émerger également dans les territoires ruraux. Et donc, sur le montage, peut-être un peu plus sur l'ingénierie du projet pour les élus qui sont présents. En fait, le projet s'est adossé à un établissement public foncier. Sans le soutien de l'établissement public foncier de l'Oise, le projet aurait eu vraiment des difficultés pour émerger, parce qu'on a fait un portage financier particulier avec une vente à paiement différé, en négociant avec l'établissement public foncier les annuités de façon à ce que le lancement du projet ne puisse pas être grévé de difficultés. Souvent, les tiers-lieux peuvent rencontrer parce qu'ils ont une problématique immobilière particulière, soit pour avoir des loyers trop importants, ou soit par des bâtiments qui ne sont pas forcément en très bon état. Donc là, cette entente avec l'établissement public foncier nous permet, nous, au niveau du budget de la commune, de ne pas être grévé sur l'investissement. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, ça a été le jeu classique pour les élus des communes rurales, c'est d'aller à la pêche aux subventions. Et là, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut expliquer un nouveau projet qui renvoie sur des notions de tiers-lieux qui sont encore émergentes et qui ne sont pas forcément compris encore de tout le monde.
fabriquer du lien, miser sur du très long terme, revitaliser, réinstaller des commerces dans un village où il n'y en a plus depuis 25 ans. Donc on se dit, non, c'est plus possible, quoi. Il y a toute une génération d'habitants qui ont dit, l'histoire est finie. Donc pourquoi remettre ce genre d'équipement ici, quoi? Peut-être qu'il vaudrait mieux refaire les trottoirs, l'éclairage public ou je ne sais quoi. Donc, ou mettre des caméras de vidéosurveillance. Il n'y en a pas dans notre village, on ne met pas de caméras de vidéosurveillance, nous on cherche les souris. Donc il y en a, voilà, ce sont des vrais choix politiques. Et donc, derrière les aides traditionnelles de l'État, avec la région, le département, sur le département beaucoup, et un peu les communautés de communes sur des fonds de concours. Mais l'une des difficultés, c'est aussi nul des prophètes dans son pays. Donc, c'est difficile d'avoir des soutiens puissants au plus près de chez soi. Souvent, on peut remarquer que c'est en s'éloignant que la compréhension des projets elle est plus facile à passer. Donc, une association qui fait vivre le projet. Et donc, on a 1 an d'existence maintenant. On a été créé, enfin, on s'est lancé pendant la Covid. Donc, c'était complètement contre-intuitif de lancer un espace de sociabilité et de lien en même temps où plus personne ne pouvait se rapprocher, se voir. Mais ça a tenu le coup. On est ouvert tous les jours quasiment, avec un événementiel important. Et on espère progressivement avancer en musclant un peu plus l'offre de service auprès du territoire. Parce qu'il y a, sur les fréquentations, un tiers de la fréquentation provient des habitants du village et les 2 tiers des communes autour. Donc, on sent qu'il y a bien une implication territoriale. Donc, l'idée, c'est aussi après de regarder si on peut aller chercher des financements pour porter un poste en chargé de mission, par exemple, pour aider au développement dans d'autres communes. Parce qu'on a accueilli aujourd'hui 7 ou 8 communes qui sont venues voir comment on avait articulé ce projet et de quelle manière ça pouvait aussi se développer dans d'autres villages. Donc, un projet aujourd'hui qui fait sens, en tout cas, et qui correspond à ce qu'on pourrait imaginer dans cette idée de décrire un village d'avenir, en fait. C'est de mettre en place des nouveaux services à la population, de bien veiller à la structuration du lien social, et puis d'avoir un regard sur, parce que nous, on n'est pas très loin de Paris, donc on essaie de montrer dans ce que moi j'appelle une bataille culturelle, d'essayer d'envoyer l'image que la ruralité qui se construit ou qui reste encore présente n'est pas forcément celle de la vraie réalité, quoi. Et si on passait un petit peu plus de temps à regarder ce qui se passe dans les communes rurales, parce que là, sur les plus de 2000 tiers-lieux, je crois, recensés, la moitié sont dans les territoires ruraux. Donc, on aurait une image différente, ou en tout cas, on pourrait se dire qu'il y a des choses tout à fait intéressantes à construire et à développer dans des territoires dits à faible densité, quoi, comme le nôtre. Donc, voilà ce projet qui s'appelle le Café citoyen d'Auger Saint-Vincent et qui vit sa vie là déjà depuis 1 an maintenant. Merci beaucoup. Alors effectivement, je vous avais répondu aux questions qui ont pu être adressées. Donc, qui porte et anime le Terrieux, la commune ou une association? Donc aujourd'hui, une association, mais une partie de l'activité est portée quand même par la commune. Oui, c'est ça, ouais. Avec l'écriture d'une convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'association. Quelle est la structure juridique de ce tiers-lieu d'initiative communale? Une association, loi 1901. Et à côté de ça, la commune. Alors, ce qu'on expérimente, c'est un centre communal d'action citoyenne sur le modèle des CCAS, que les uns et les autres peuvent connaître. Donc là, on a créé une commission spécifique au sein du conseil municipal qui réunit toutes les actions à destination des habitants ou portées par des habitants pour mettre en débat et puis aller flécher du budget aussi, du budget communal sur ce type d'action. Donc là, on démarre, on l'a créé pendant les dernières élections municipales. La commission de préfiguration a été créée. Donc là, on va laisser faire aussi émerger le projet, qui se mûrisse davantage pour s'attacher à mieux structurer le CCAC. Et je crois qu'on a un peu répondu aussi à l'autre question. Est-ce que ce tiers-lieu s'inscrit dans un partenariat régional avec d'autres tiers-lieux qui auraient le même objet? Vous avez dit que vous essayez d'appuyer au développement autour d'autres projets. Est-ce que plus largement, vous
envisagez rentrer en réseau aussi avec Alors, les autres acteurs? c'est déjà le cas en fait. On est déjà en réseau avec un tiers-lieu, bon, là, qui correspond beaucoup plus au tiers-lieu tel qu'on va le découvrir au fil de ces échanges. C'est l'Ermitage à Autrèche. Un salut amical à Jean Carinti. Et donc, en fait, la réflexion vient bien sur le cheminement que le projet de l'Ermitage à Autrèche porte, qui est en décalage par rapport à la commune, entre guillemets, et ils font le chemin pour aller vers la commune. Et nous, c'est l'inverse, en fait. C'est vraiment la commune qui est à l'origine de ça, et on fait le chemin dans différentes directions pour agréger et mobiliser des associations, notamment culturelles, parce que j'avais oublié de rajouter quand même l'élément culturel. On a fait des conventions avec le Théâtre Impérial de Compiègne pour l'art lyrique et le Centre culturel de Compiègne pour le théâtre en général. On travaille étroitement avec 2 associations. L'Art en chemin, c'est une association qui commence à avoir un rayonnement national, qui propose de relier les habitants des villages par l'art, que ce soit de l'art plastique, la littérature, la poésie, etc. Et une autre association locale qui est autour du théâtre, l'Atelier des Arts, avec une programmation spécifique. Et on a 2 camions aussi. Quand même, c'est important de nourrir les gens, donc leur payer un coup. Donc, on a 2 camions, 2 food trucks qui viennent faire un bistrot éphémère le mardi soir et le vendredi soir, où là, la partie café se transforme aussi en restaurant éphémère. Donc, voilà, j'oubliais pas. Donc, la mise en réseau, elle fonctionne assez bien. Oui. Super. Dernière question sur le modèle économique, mais vous l'avez dit, c'est l'hébergement aujourd'hui qui est aussi le principal moteur du modèle économique. Et j'ai une dernière question et après on s'arrête. Est-ce que vous pouvez nous préciser le type de convention pour utiliser le lieu entre l'association et la commune, et si à titre gratuit ou onéreux? Alors, c'est un bail. Donc, il y a à titre aujourd'hui gratuit, parce qu'on ne sait pas comment la partie vraiment de l'association va gagner de l'argent, produire de la richesse, entre guillemets. Donc, il ne s'agit pas de mettre un loyer uniquement pour qu'il y ait un retour sur investissement pour la commune, parce que dans le modèle économique, c'est bien l'activité d'hébergement touristique qui garantit le retour sur investissement à la commune pour payer ses annuités d'emprunt. Donc là, on est vraiment dans cette optique-là. L'objet de l'association financièrement, c'est de réinvestir dans son propre développement. Mais si l'activité du café devient trop importante, on mettra des charges qui aujourd'hui sont prises en charge par la commune, par exemple le loyer. Donc, on pourrait imaginer un petit loyer ou d'autres charges type électricité, etc. Mais ou payer les 2 services civiques. Là, aujourd'hui, c'est la commune qui les prend en charge. On pourrait très bien après demander à l'association de le faire. Mais une nouvelle fois, notre objectif, c'est que l'oiseau s'envole, prenne de l'envergure et rayonne. Il ne s'agit pas de lui mettre un fil à la patte pour que financièrement, ils sont trop fragilisés et du coup, ne puissent pas prendre des projets de développement, quoi. Donc, on est bien maintenant dans la phase de développement, donc on n'est pas encore dans OK, ça fait 5 ans que ça dure, ils gagnent trop d'argent et il faudrait qu'il y ait un retour sur investissement de la commune. Merci beaucoup, Fabrice. On va passer au deuxième témoignage. Petite ville, commune en tout cas de près de 1000 habitants, vous me direz, donc avec Pascal Bironneau, maire de Saint-Loup-la-Mérée, qui est une commune dans les Deux-Sèvres. Donc, même question, comment, je sais que vous avez un peu un modèle différent. Aujourd'hui, vous avez 2 tiers-lieux sur votre territoire, dont un qui est en cours de labellisation France Service, donc qui sont des lieux aussi à destination de l'appui à l'accès aux droits de la population. Même question simple, comment vous faites tiers-lieu sur votre territoire? Comment ça devient aussi un projet d'aménagement local et de participation citoyenne au niveau local? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, l'aventure en fait a démarré en 2014 au renouvellement municipal et puis également parce que au sein de la collectivité, une nouvelle maison de santé en fait a été ouverte, ce qui fait que les professionnels de santé ont migré dans un nouveau bâti et la collectivité s'est retrouvée avec l'ancien bâti des années 70. Et l'idée, au départ, on a fait un peu de brainstorming, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut en faire entre
éventuellement le raser dans un premier temps, éventuellement le réaménager en logement, parce que c'était plusieurs bureaux, pas très fonctionnels, beaucoup d'escaliers, pas facilement accessibles, enfin bon, plein de difficultés. Et puis à un moment donné, on s'est dit, on a quand même un certain nombre d'associations sur la commune. On en a 40 pour, comme vous disiez, à peu près 1000 habitants. Donc c'est un vrai terreau. Et on s'est dit, il faut qu'on leur dédie un lieu pour qu'elles puissent continuer de s'épanouir et puis porter des projets. Donc avec les équipements qui vont avec, photocopieuse, Internet, des salles de réunion, différents équipements et tout ça. Donc on a commencé à réaménager entre guillemets le bien, pour partie en régie avec les agents communaux, pour partie par des artisans locaux. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a réaménagé le lieu, des personnes individuelles sont venues frapper à la porte pour nous dire, voilà, moi je souhaite développer une activité, est-ce qu'il serait possible de louer un espace ou un bureau, ou de temps en temps pouvoir venir pour couper par rapport à mon milieu familial ou mon foyer. Et en fait, l'aventure est partie comme ça. On a déroulé, entre guillemets, la pelote de laine au fur et à mesure des demandes. Et donc, les associations sont pour partie venues. Donc, elles ont leurs sièges sociaux pour certaines, une boîte à lettres, différents équipements, font leurs photocopies, une plastifieuse, enfin différents. Elles ont tout un code aussi individuel pour la photocopieuse, que ce soit les locataires ou les associations, en fait, de manière à ce qu'on puisse avoir un suivi en fait de l'utilisation des différents équipements. Et puis, l'ensemble des locaux en fait, et des bureaux sont loués aujourd'hui, avec des coworkers aussi qui viennent qu'en journée de temps en temps. Grosso modo, il doit y avoir entre 13 et 14 activités qui sont situées donc, dans le bâtiment, en plus des associations. Donc, vraiment des activités à vocation économique ou associative. Donc, on est très satisfait parce que c'est très large. Vous avez une personne qui fait des tatouages, vous avez une personne qui fait des savons, vous avez l'antenne Nord de Sèvres du groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Vous avez aussi la permanence de la mission locale pour l'accueil des jeunes. En fait, on a volontairement voulu qu'elle soit au niveau du tiers-lieu en fait, pour justement faire cette mixité en fait, entre des activités associatives, des activités éco, et puis donner à la jeunesse en fait, un autre regard en croisant d'autres personnes qui ont d'autres façons de travailler ou de regarder un petit peu leur environnement, et donc de leur apporter aussi cette nouvelle contribution. Et puis, différentes activités qui sont présentes, allant d'une personne qui fait des sites web à une agence immobilière qui sont présentes, mais simplement en coworker. Donc voilà, qui viennent de temps en temps, ils ont une clé et ils gèrent eux-mêmes leur activité. Donc ça a été notre premier tiers-lieu, première voie, entre guillemets, dans lequel on s'est inscrit. Et du coup, fort de cette première réussite, on s'est dit, on a rénové, entre guillemets, l'ancien bâtiment où était l'école, un bâtiment 3e République, donc fort d'un cachet quand même voilà, patrimonial. Et du coup, on a récupéré les bâtiments dans lesquels était l'école, qui sont plutôt des préfabriqués. Et là, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir en faire. Et là, on s'est dit, il faut qu'on dédie ce lieu plutôt à une bibliothèque, la culture, la technologie, etc. Et donc, on s'est engagé dans un nouveau tiers-lieu, donc basé sur les sciences et la technique, et donc qui s'appelle Médiathèque, donc média-tech, et qui permet de donner l'accès à un certain nombre de livres, de sciences, de techno, en milieu rural, parce que c'est important. Je pense qu'on n'a pas que dans les grands centres qu'on peut avoir accès à ces choses-là. Il faut arriver à déterminer des lieux dans nos zones rurales où on peut avoir accès à cette culture. Et donc, on a recruté là aussi une animatrice. Oui, c'est ce que je n'ai pas dit par rapport au Granit, donc notre premier tiers-lieu. On a été quand même aidé par rapport au recrutement d'une personne par la région Nouvelle-Aquitaine et par les fonds européens Leader. Donc, ils nous ont financé à 80% le poste pendant 2 ans, donc ce qui nous a permis de pouvoir développer l'activité et les outils de com pour faire connaître le lieu. Et sur la partie médiathèque, en fait, on avait une toute petite bibliothèque en fait, dans le centre-bourg qui était ouverte que 6 heures par semaine, donc vraiment très léger, avec un public restreint et des initiés en fait, qui venaient habituellement retirer des livres. Et où là, on a complètement ouvert l'espace médiathèque à raison de 24 heures au départ, puis on est passé à 35 heures aujourd'hui par rapport à l'agent communal. Et là aussi, il y a eu un accompagnement financier puisque la DRAC permet, dans le cadre de l'augmentation des horaires de bibliothèque, de participer au financement sur 3 ans, en fait, l'accompagnement financier. Donc, c'était l'occasion aussi de saisir cette opportunité, de pouvoir apporter un nouveau concept sur le territoire, mêlant la bibliothèque, un Fab Lab et puis une salle socio-éducative avec la possibilité de faire des ateliers de création.
et de donner quelque chose de nouveau, un nouveau service au territoire et de pouvoir à la population d'accéder à des collections et des outils qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir accéder habituellement en zone rurale. Ceci étant, ça a été volontairement fait à côté de l'école, puisqu'il n'y a pas de bibliothèque à l'école et donc les élèves viennent directement au sein de la bibliothèque dans l'espace médiathèque pour pouvoir bénéficier des différentes collections de livres qui sont présents. Et l'idée, c'était indirectement, en touchant les enfants, de faire venir aussi les parents, puisqu'on est situé aussi à toute proximité de la garderie et de la maison d'assistante maternelle. Donc, on est sur le groupe scolaire et périscolaire, tout sur un même lieu. Et c'était ce qu'on souhaitait aussi, c'est qu'on ait un bourg dans sa morphologie, en fait, qui est encerclé par 2 ceintures. Une première naturelle qui s'appelle une rivière Le Toué, une autre qui s'appelle, qui est la voie ferrée. Et du coup, beaucoup de gens en fait se concentrent dans cet espace. Et moi, l'idée en fait, c'était de pouvoir revoir la spatialité de la commune et d'apporter des points d'entrée nouveaux, vecteurs sociaux, en dehors de cet espace restreint et de pouvoir donner de nouveaux lieux en fait de fréquentation et de rencontres, d'échanges, de discussions, etc. Et tout ça. Donc, et du coup, c'est le granit d'un côté et médiathèque de l'autre, avec le centre-bourg qui, lui, conserve son cachet patrimonial. On a la chance d'avoir un bourg qui est protégé en fait architecturalement, avec un château, etc. Et tout. On est engagé dans des dispositifs de labellisation touristique comme petit site caractère, station verte ou commune touristique. Et ça, on veut garder le cœur de bourg par rapport à cette animation, etc. Et tout. Et donc, avec ces espaces nouveaux de fréquentation qui sont situés à toute proximité, mais en dehors de cette enceinte spécifique. Et donc, on a complètement revu en fait le cheminement des flux par rapport à ça et donc l'opportunité pour les habitants de bénéficier d'un certain nombre de services. L'idée en parallèle, donc, ça a été en effet de s'engager dès 2017 sur un dossier de maison de service au public, MSAP. Donc, on n'avait pas été retenu à l'époque parce que je pense que le fait que ce soit situé dans un tiers-lieu était peut-être avant-gardiste en fait, et le côté institutionnel de nos représentants de services déconcentrés, ils étaient un petit peu perdus par l'idée que ce ne soit pas dans une mairie ou dans un lieu, on va dire, service public habituel. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, après une visite de la sous-préfecture dans nos locaux, ils se rendent compte qu'en fait, on apporte quelque chose de nouveau et on capte des populations qui ne vont pas forcément aller frapper à la porte dans nos mairies ou dans les services institutionnels classiques. Du coup, ils nous ont demandé de redéposer un dossier Maison France Service, donc chose qu'on a fait la semaine dernière, pour qu'on candidate et qu'on puisse être éventuellement labellisé par rapport à tout le service qu'on offre, puisqu'on a continué de le faire toujours par rapport à l'animatrice qui était présente, d'apporter cette réponse auprès des publics sur tout ce qui était carte grise, CAF, MSA, caisse de retraite, enfin tous les dossiers qui peuvent être aujourd'hui dématérialisés et qui posent problème pour un certain nombre de personnes en fait. Et en parallèle, en juin 2021, on a été reconnu, on a obtenu un conseiller numérique France Service sur la collectivité qui permet de faire ses ateliers individuels à l'espace partagé Le Granit et les ateliers collectifs au centre de ressources médiathèque, et donc qui permet d'avoir cette dualité en fait sur le territoire et de faire connaître les sites et d'apporter cette valeur ajoutée pour les publics qui en ont plus besoin quoi, en fait. Donc là, on a vraiment un sentiment d'avoir réussi quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'on est vraiment sur l'innovation rurale. On apporte quelque chose qui n'existait pas précédemment, mais qui répond forcément à un besoin. Et on a gagné en attractivité, en notoriété. Et aujourd'hui, on est passé en 2014 de 926 habitants à 995. Et en fait, tout ça, c'est ces efforts-là qui font qu'on arrive aussi à capter des nouvelles populations, indirectement des nouvelles activités qui se réinstallent dans le centre-bourg, mais aussi à côté. Et on recrée une dynamique nouvelle avec l'école qui vit, la bibliothèque qui vit. Comme je disais, on est passé de 6 à 150 adhérents à Médiathèque. Donc, on a complètement boosté l'utilisation de l'outil. Et du coup, avec des fréquentations nouvelles et une programmation culturelle et thématique avec des rencontres d'auteurs, des ateliers participatifs sur la fabrication de savon. Voilà. Donc, en fait, on est vraiment dans une nouvelle dynamique et on a vraiment eu à cœur de développer ces projets-là et on en est vraiment ravis. Alors, j'ai une question qui rejoint un peu ce que vous disiez sur en fait en quoi les tiers-lieux permettent de réinventer, on va dire, le service public, ou en tout cas d'avoir une valeur ajoutée à la proposition de services rendus au public. La question est un peu orientée sur le financement. Aujourd'hui, je pense que comme c'est du service public, majoritairement, c'est financé par la commune.
Aujourd'hui, en fait, donc l'animatrice du Granit est financée en effet par la commune, donc son salaire est pris en charge par la collectivité, d'où la démarche de Maison France Service aussi pour aller tendre vers des fonds extérieurs. L'animatrice de médiathèque donc, est prise en charge pour partie par donc la DRAC sur le temps augmenté par rapport à l'ouverture de la bibliothèque. Et le conseiller numérique France Service donc, est pris en charge pour partie par les dispositifs aujourd'hui nationaux, conseiller numérique France Service. Donc voilà. Donc après, l'enjeu aussi, c'est de se dire, moi j'apporte aussi une animation par du personnel des ressources humaines qui en milieu rural ne sont pas forcément ceux qui habituellement ou celles qu'on recrute, parce qu'on va plutôt prendre des agents techniques. Mais la volonté aussi du conseil municipal, c'est d'apporter aussi une forme d'ingénierie et un complément nouveau qu'on n'a pas l'habitude en milieu rural et d'apporter quelque chose de nouveau, un autre regard en fait, et donc un accompagnement nouveau pour la population par rapport à ces gens-là qui sont dans la culture, dans l'animation, dans les outils numériques et tout ça, le Fab Lab. J'en discutais aussi avec l'inspectrice de circonscription. Avoir un Fab Lab à proximité d'une école et tout ça, c'est de se dire dans 10 ans, dans 15 ans, c'est quoi l'enjeu, ça va donner quoi par rapport à ces jeunes qui vont utiliser ces outils. Et d'ailleurs, même le foyer des jeunes est en train de se refaire. Il existait, il n'était pas utilisé. Il y a une vingtaine de jeunes entre 16 et 18 ans qui sont retrouvés et qui vont reprendre le foyer des jeunes et repartir pour créer de l'animation et tout ça. Donc tout ça, ça participe en fait à une animation du territoire. Moi, je dis c'est un investissement. C'est pas une dépense, c'est un investissement parce qu'on a plein de retours derrière. Et donc, on n'est pas sur la destruction, parce qu'on a une question sur la destruction des modèles MJC, maisons des assos, centres sociaux. En fait, c'est la continuité de ces modèles-là qui se réinventent avec plus de participation citoyenne. Tout à fait. Le référent jeunesse en fait, du territoire, il est employé par le centre socio-culturel de la collectivité. Et du coup, il vient faire ses permanences pour partie à l'intérieur du tiers-lieu Le Granit. Et il utilise aussi l'espace médiathèque pour faire des ateliers Fab Lab. Donc, en fait, c'est plutôt une complémentarité en fait, des personnes ressources et à la fois des outils mis à disposition sur la collectivité. Merci beaucoup, Pascal. On est obligé de passer à la suite parce que le temps est compté. On avait une question justement sur l'intégration et l'émergence des tiers-lieux dans les programmes Petite Ville de demain et Action Cœur de Ville. Donc, ça me permet de faire une transition parfaite puisqu'on va maintenant passer à des témoignages dans des villes moyennes qui sont Action Cœur de Ville. Même si notre premier témoignage à Avignon ne va pas être forcément sur cette thématique-là d'inscription dans Action Cœur de Ville, mais les deux suivants mettront l'angle dessus. Donc, on part à Avignon avec le témoignage d'un binôme cette fois, élu et porteur de projet. Donc, Éric Dehaye, adjoint au maire d'Avignon, en binôme avec Youssef Bouchala, pardon, j'ai écorché votre nom, voilà, directeur d'Avenir 84. Donc, Avenir 84, c'est un tiers-lieu qui est avant tout orienté sur de la médiation numérique et qui aujourd'hui est justement partie prenante de la politique aussi d'inclusion numérique qui est portée par la ville d'Avignon. Et donc, la question est simple, c'est effectivement quelles sont vos relations, comment est née votre rencontre et ce lien entre le tiers-lieu et la collectivité, quels sont les projets que vous menez en commun et quelle est la nature de la relation entre cette initiative qui aujourd'hui fait participer les citoyens et l'enjeu pour la ville de soutien à ce tiers-lieu. Je vous laisse la parole à vous deux, je vous laisse vous organiser, vous avez 10 minutes. Je vais commencer peut-être. Alors, Youssef Bouchala, merci pour votre invitation. Avenir 84, nous intervenons depuis 20 ans déjà sur le territoire de la ville et de l'agglomération d'Avignon, dans le cadre de la médiation numérique, l'accès au droit, l'éducation populaire, l'animation. On a été labellisé Fabrique numérique de territoire en 2019 et pour un démarrage sur le 2020, 2021, 2022. Donc, la Fabrique numérique de territoire était un dispositif partenarial qui associe Avenir 84, le Festival d'Avignon, l'éducation nationale au travers du collège, de la DAN, délégation académique au numérique éducatif, le rectorat, Canopé et l'éducation nationale, et tous les centres sociaux en QPV. Donc, et la mission locale, qui est le co-porteur de projet, parce qu'Éric Dehaye est vice-président de la mission locale. Et donc, on a mobilisé un réseau de partenaires dense pour cette fabrique numérique de territoire. Il y a eu 32 fabriques labellisées numériques de territoire en 2019. Donc,
Et on est également, depuis cette année, Espace France Service. On met en œuvre le bus France Service dans l'EQPV d'Avignon, en étroite relation avec les services de la ville d'Avignon. Il faut savoir que la ville d'Avignon, c'est le chef-lieu du département, la ville-centre. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas d'espace France Service parce que c'est là où sont basées toutes les administrations. Et donc, il y avait d'énormes besoins de médiation numérique sur le territoire. Et donc les liens développés avec la ville, on intervient évidemment dans le cadre du contrat de ville sur les thématiques accès au droit, emploi, insertion, citoyenneté en tant que structure porteuse des conseils citoyens et éducation populaire. On intervient dans le cadre des temps d'activité périscolaires qui sont mis en œuvre par la ville d'Avignon dans les écoles et la mise en œuvre de la cité éducative sur des projets innovants. Donc, après, je laisserai Eric prendre le relais. On a travaillé étroitement avec la ville sur le dispositif des conseillers numériques France Service. Nous, on en a recruté 2 pour la fabrique numérique de territoire. La ville en a recruté 5. Et nous, on est également formateurs dans le cadre du groupement avec l'AFPA et Saint-Plon en région sud des conseillers numériques. Et on travaille maintenant à la pérennisation de la fabrique numérique de territoire, où on a des locaux qui ont été mis à disposition gratuitement la première année par la ville et la mission locale, et sur lequel on paye un loyer. Et donc, on travaille à la pérennisation dans le cadre du programme FEDER, et pour pouvoir construire un bâtiment neuf dans le cadre du renouvellement urbain. Eric Oui, écoutez, on a, au niveau de la ville d'Avignon, on a souhaité plus axer notre intervention par rapport au quartier politique de la ville, puisque ça englobe 30% de notre population sur une ville qui est parmi les plus pauvres de France. Donc, il nous semblait intéressant, même si on a mené effectivement des actions cœur de ville à Avignon également, mais qui sont moins au cœur du partenariat peut-être qu'on a avec Avenir 84. Nous, sur les questions précédentes, on a une volonté qui est affichée depuis 2014, portée par le maire Cécile Helle, d'implication et de participation des habitants, qui est l'objet de ma délégation. Donc, à travers, d'une part, des budgets participatifs, où on consacre 1,5 million par an, donc ce qui fait 16 € par habitant et qui nous place dans la strate des villes de 50 à 200 000 habitants en top position. Et donc, qui est un outil qui modèle la ville. On a souhaité, on a des conseils de quartier et j'entendais tout à l'heure, alors nous, on l'a appelé réserve citoyenne. Et on l'a également créé au moment du Covid et en fait on s'est doté d'un outil qu'on a pérennisé par une délibération un peu feuille de route sur la citoyenneté, d'un outil qui met en relation à la fois les citoyens, les associations et des besoins exprimés par la ville. Donc, voilà, donc c'est un outil qu'on va renforcer, qu'on a créé dans l'urgence pour répondre à la crise sanitaire et aux urgences sociales et humaines auxquelles on a été confrontés et qui a très bien fonctionné. Voilà. Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que dit Youssef, je pense qu'il y a 3 niveaux. Il y a un niveau qui a été porté par des acteurs locaux, dont la mission locale, effectivement, où à titre d'élu, j'exerce des responsabilités, qui est la fabrique numérique de territoire. Il y a eu un travail de co-construction de la façon dont on a pu s'approprier le dispositif Bus France Service et qui est finalement porté par Avenir 84. Et puis, il y a une volonté aussi de maison commune qui est portée par la ville, sur laquelle la fabrique numérique et l'expertise d'Avenir 84 nous apportent beaucoup. Et en fait, ces maisons communes, on a sur la ville d'Avignon, disons 8 à 9, parce qu'on a un quartier qui est l'Intramuros, île de la Barthelage, qui est un peu le même quartier, mais on a deux mairies de quartier, de mairies annexes. On veut faire évoluer l'ensemble de nos mairies annexes en maisons communes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 axes, en fait. Un volet à la fois de solidarité, un volet où on rapproche de solidarité et citoyenneté, où on offre des espaces aux habitants, un volet où on rapproche en fait l'ensemble des services municipaux au plus proche des habitants. Donc ça, c'est une vraie révolution en interne parce que jusqu'à présent, vous savez, au niveau d'une ville moyenne, on a un ensemble de services dispatchés sur l'ensemble de la ville et faire vivre cette transversalité et la rapprocher dans la proximité, c'est une grosse évolution interne.
Et ensuite, on a un volet, je dirais, citoyen et associatif, institutionnel, voilà, où on rapproche un peu façon France Service, et le bus France Service est complémentaire de là-dessus, et ben, l'ensemble des interventions que peuvent avoir la CAF, etc., ou d'autres, ou la médiation, etc., au plus proche des habitants. Voilà, donc il y a un peu cette double articulation qui se fait, notamment grâce à Avenir 84, et parce qu'on avait des services civiques qui étaient en place depuis des années en conseiller numérique, et en médiateur numérique, en fait, qu'on a gardé et qui ont pu être consolidés grâce au soutien notamment de la NCT, au partenariat avec Avenir 84, qui les a formés par des conseillers numériques aujourd'hui qui peuvent jouer ce rôle dans les mairies annexes et faire le lien à la fois avec les habitants, parce que beaucoup de ces démarches et à la fois d'implication citoyenne et d'accès aux droits passent par l'outil numérique, voire des fois simplement l'apprentissage et la lecture de la langue française pour certaines démarches. Et c'est vrai qu'un conseiller numérique avec une tablette, comme le bus, qui va vers les gens, on peut faire les démarches avec eux et rompre tout un tas de barrières d'un seul coup. Voilà, je ne développerai pas plus, qu'on puisse prendre des questions. Alors, côté questions, je suis en train de... Parce qu'on a un duplex après, mais qui est en train de se connecter. Côté questions, moi, c'est effectivement votre soutien, enfin la nature de votre soutien aujourd'hui en tant que ville à Avenir 84. Comment voilà, ces relations sont régies? Est-ce qu'il y a une convention particulière? Comment vous encadrez en fait ce partenariat? Comment dire, on est financé dans le cadre du contrat de ville, même si c'est une compétence communautaire de l'agglomération. Et donc, on a un cofinancement du contrat de ville. Et le soutien, c'est essentiellement dans le cadre de la stratégie de pérennisation de la fabrique numérique de territoire pour l'implantation définitive de la fabrique. Pour l'instant, on loue des locaux dans le privé. Et l'objectif, c'est de construire un local neuf. Dans le cadre, Avignon fait l'objet du renouvellement urbain, du NPNRU. Donc, soit dans le cadre du NPNRU, soit en partenariat avec le festival. L'appel à projet FEDER européen, Europe, région et agglomération du Grand Avignon sera publié en septembre 2022. On est déjà présélectionné. Et voilà, c'est le gros chantier de la fin de l'année, c'est le dossier de candidature qu'on a déjà évoqué avec Madame la maire. Et voilà, le soutien. L'autre soutien, évidemment, c'est le financement qu'on a eu pour former les conseillers numériques France Service. Puis après, c'est tous les dispositifs, le contrat de ville, le périscolaire, la cité éducative, le financement de l'État pour le bus France Service, etc. Voilà, en sachant que pour la ville d'Avignon, effectivement, la politique de la ville est une compétence communautaire. Mais vous savez que dans les collectivités, il y a une répartition qui se fait. Et donc, la ville d'Avignon a souhaité prendre cette vice-présidence. Donc, c'est quelque chose qu'on porte très directement, à la fois pour l'importance de la part des populations qui sont concernées par cette problématique sur la ville d'Avignon, et d'autre part, par l'importance de la rénovation urbaine dans le cadre du NPNRU, puisque c'est l'ensemble des quartiers sud qui vont être rénovés dans les meilleurs délais, parce que là, il y a tout un jeu aussi avec les bailleurs qui est compliqué. On en a tous conscience. Et donc là, on a une volonté aussi de regrouper un ensemble d'acteurs. Et donc, on a d'ores et déjà des discussions avec Avenir 84, parce qu'il y a un espace où on pourrait regrouper à la fois la mission locale, Avenir 84. Voilà. Mais il y a plusieurs pistes, il y en a d'autres qui sont évoquées et à l'étude. Et côté gouvernance, Avenir 84, collectivité, est-ce que vous êtes lié à la gouvernance ou est-ce qu'aujourd'hui c'est une gouvernance associative? C'est une gouvernance associative. La ville est invitée au conseil d'administration, mais c'est une gouvernance associative. Et sur la fabrique numérique de territoire, on a une gouvernance avec les partenaires opérationnels de la fabrique numérique de territoire. Voilà, on est invité et on y vient. Parce que j'avais effectivement la question de quelle place pour l'accueil de nouveaux projets, de nouveaux collectifs, mais vous y avez un peu répondu dans le cadre des projets de coopération territoriale que vous portez. L'idée n'est, si j'ai bien compris, que la ville ne soit pas non plus partie prenante dans tous les projets, mais soit animatrice en fait de ces acteurs territoriaux.
Oui, je pense que ça a beaucoup plus. Voilà, on n'a pas Je pense que le rôle d'animateur d'une ville est très important. Voilà. Et donc, on fait le lien aussi avec d'autres acteurs quand il faut le faire. Mais, que nous, on nomme de facilitateur, on aime bien ce mot-là aussi. Mais oui, et puis s'appuyer sur les dynamiques qui viennent des territoires, du terrain et de l'expertise qu'on peut avoir. Et pour nous, celle d'Avenir 84 est particulièrement précieuse. Et l'évolution de la fabrique, d'étape en étape, enfin là, on a encore répondu à d'autres appels à manifestation d'intérêt sur l'outillage, outiller le numérique. Et pour nous, c'est ce qui rend concret aussi, grâce au soutien d'Avenir 84, cette évolution de nos mairies annexes en maisons communes au-delà des grands discours. On a répondu ensemble à outiller la médiation numérique. Ouais. Donc, c'est la ville qui porte le dossier de candidature. L'intérêt, c'est de mettre en cohérence, c'est ce qu'on fait au quotidien, tous les dispositifs d'accès au droit, parce que pour l'usager, parfois, c'est un manque de visibilité entre les administrations, les réseaux France Service, les mairies annexes, les centres sociaux qui font aussi l'accès au droit. Donc, il y a un intérêt à améliorer la lisibilité, la visibilité des acteurs. Et on répond également, on est un acteur de la formation professionnelle. En ce moment, il y a pour les missions locales, en tout cas, il y a le contrat d'engagement jeune pour l'emploi mission locale, où on fait beaucoup d'innovations pédagogiques. On n'a pas parlé de l'activité de la fabrique numérique de territoire, mais on fait beaucoup d'innovations pédagogiques pour les jeunes de la mission locale. Comment faire des parcours digitaux en utilisant les médias Lab, le Fab Lab, parce que pour acquérir des compétences techniques, mais également sociales, relationnelles. On fait avec le périscolaire, la cité éducative, on essaye de travailler sur la prévention des usages du numérique et l'apprentissage du numérique sans écran et sans clavier, parce qu'on a de gros problèmes, nous, en éducation prioritaire, sur la dépendance aux écrans très jeunes pour les enfants. Donc, l'accompagnement aussi des parents. Donc, voilà, c'est la fabrique numérique de territoire, c'est un lieu d'innovation qu'on souhaite continuer à perpétuer en partenariat avec tous nos acteurs, festival, éducation nationale, mission locale. Et c'est pas uniquement Avenir 84, mais c'est tout un écosystème. Et on fait partie des réseaux régionaux et nationaux et des tiers-lieux, dire France Tiers-Lieux et Sud Tiers-Lieux, et de la médiation numérique, la MENNUM.coop et le Hub du Sud pour le numérique inclusif. En sachant qu'au niveau de la ville, les constats qu'on fait, mais au niveau de la mission locale, c'est pareil pour l'accès à l'emploi des jeunes. Hein. C'est à la fois la difficulté dans l'usage du numérique, hein, à la fois l'accès au matériel qui coûte cher et à sa maîtrise, parce que c'est vrai qu'on a cette idée que tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux et tout ça, mais au-delà de ça, c'est très compliqué finalement d'envoyer un mail et tout ça. Donc ça, on y est largement confronté, en sachant qu'une des particularités du QPV, c'est qu'on a quand même beaucoup de populations âgées, bien plus que sur le reste de la ville. Et on a aussi cette volonté et ce besoin de répondre à l'accès au numérique par rapport aux démarches administratives et à l'accès au droit, en sachant que dans cette articulation, la ville, on a aussi souhaité se doter depuis des années d'une maison de la justice et du droit qui est dans le dispositif avec une cellule senior. Voilà, donc c'est aussi une articulation d'un ensemble d'actions multipartenariales ou portées par la ville qui prennent sens à travers cette relation. Merci beaucoup à vous deux. On revient avec Damien. Toujours dans la logique Action Cœur de Ville, puisque Damien Henry, tu es le directeur du Blue Lab à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, donc, qui est aussi ville Action Cœur de Ville. Et donc voilà, c'est un peu les mêmes questions que précédemment. Quels sont les liens qu'aujourd'hui le tiers-lieu entretient avec la collectivité, avec la ville? Comment vous vous inscrivez dans cet objectif de redynamisation du centre-ville? Je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire, donc je te laisse la parole. Voilà, on va essayer d'être assez rapide parce qu'on a effectivement beaucoup de choses qui résonnent avec ce qu'on entend aussi bien dans les villes moyennes, sur les zones rurales aussi. Donc, tout d'abord, pour présenter un petit peu ce qu'est le Blue Lab, c'est une association de tiers-lieux avec un Fab Lab à l'intérieur. Je dis bien avec un Fab Lab parce que c'est un outil des tiers-lieux possible. Le nôtre est relativement petit, hein, il fait 175 mètres carrés. Donc, on est situé en plein dans le cœur de ville de Saint-Nazaire, dans une zone qui était un petit peu en train de perdre de sa dynamique avec des commerces qui fermaient, avec voilà, il y a des difficultés pour la commune de redynamiser tout ça. Donc, on a été, en fait, on a pris la place d'une
d'une boutique de lingerie, hein, donc ça change un peu d'ambiance. Et donc le tiers-lieu a été créé suite à un appel à projet de la Carène, qui est notre agglo, le nom de l'agglo de Saint-Nazaire. Et on est surtout la première brique du campus numérique qui va être un dispositif beaucoup plus gros avec une école d'ingénieurs, un coworking dédié aux entreprises du numérique. Et donc nous, ça fait 3 ans qu'on a investi le centre-ville avec l'association et on a commencé finalement à défricher à différentes échelles. Donc, on a aussi bien une action qui va être liée au quartier. On va travailler avec les commerçants, on va essayer de les impliquer dans des projets avec nous, ou alors nous, aller vers eux et essayer d'étudier leurs problématiques. Alors, ce qu'on aime bien faire dans un Fab Lab, c'est du prototypage, du design, réfléchir sur les usages. Donc, on va essayer aussi d'impliquer toutes ces commerçants ou ces habitants dans des réflexions autour de qu'est-ce que la ville de la cité. Donc, on va créer du lien social en essayant de dégager une valeur économique ou une valeur sociale, hein, tout simplement. Et on va travailler avec des étudiants, des entreprises, du grand public, en essayant, pourquoi pas, de créer des ponts entre tous ces publics. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir, par exemple, nos jeunes étudiants de lycée technique qui vont aller enseigner l'impression 3D à des employés de Safran. Voilà, ça s'est passé au lab. Ou alors, on a des personnes qui vont être élus, commerçants, qui vont travailler au sein du Fab Lab à faire, par exemple, les décos de Noël autour du paquebot. Parce qu'il y a les festivités qui ont été annulées pendant le confinement. Donc, on trouve des solutions. Alors, on est très résilient. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Hein, c'est que les tiers-lieux apportent une forme de facilité, une forme de rapidité aussi dans les prises de décision. On décloisonne un petit peu tout. On n'est pas bloqué par des limites juridiques ou des limites administratives. C'est-à-dire que nous, on va aller aussi bien à l'échelle du quartier, on va aussi travailler à l'échelle de la ville, on va travailler à l'échelle de l'agglo, et puis après, on va travailler à une échelle beaucoup plus large, régionale. Donc, à chaque fois, avec des acteurs différents. Si on prend le prisme régional, par exemple, on va travailler avec l'agglo de Pornic, qui est situé Sud-Loire. Puis avec un tiers-lieu là-bas, on va se dire, tiens, on va fabriquer un dispositif pour aider les porteurs de projets à faire émerger leurs idées. Donc là, on fait un dispositif commun et puis on essaie de créer un calendrier commun et on va jouer entre les deux territoires. Et à côté de ça, on va aussi aller dans les quartiers. Comme Avenir 84, on va essayer de faire... je dis essayer parce que ce n'est pas facile, de l'inclusion numérique. Donc, nous, notre dispositif, il est plus jeune. Hein, on n'a pas 20 ans là-dedans. Donc, on va aujourd'hui plutôt essayer d'amener les outils de fabrication numérique dans les maisons de quartier, là où, en fait, il y a déjà une animation, il y a déjà tout un réseau et une activité qui est propre à ces quartiers. On forme les animateurs des maisons de quartier à l'utilisation des outils numériques et en leur proposant du matériel qui peuvent se payer. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer clé en main un Fab Lab à 30 000 €. Non, ça va rester des choses très accessibles qu'on va déployer dans une bibliothèque, qu'on va déployer dans une petite maison de quartier avec des assos de la jeunesse ou avec simplement d'autres assos ou acteurs de l'ESS. Autour de tout ça, en fait, on imagine un petit peu comment aussi, nous, entre tiers-lieux, on va fonctionner. Donc, on a aussi des porteurs de projets de Fab Lab, par exemple, qui viennent nous voir, qui disent moi, j'aimerais bien faire un Fab Lab à Savenay, par exemple. Hein. On a 2 porteurs de projets qui viennent souvent pratiquer dans notre lieu, voir comment on fonctionne. Et on essaye de les épauler avec la CRES, notamment, qui aussi fait partie de ces acteurs qui aident les tiers-lieux à se développer. On va essayer de leur donner quelques pistes, des recettes. Mais ce que je retiens, c'est qu'en fait, les tiers-lieux sont tous différents. Il n'y a pas une recette en particulier. C'est une recette qui va s'adapter au territoire en question, aux habitants. Nous, on n'a pas forcément 30% de la population qui sont dans les QPV. On va avoir peut-être, enfin, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça va être beaucoup moins. Par contre, on va avoir une ville dans la ville qui s'appelle les Chantiers de l'Atlantique, Airbus, etc. Et donc, on va jouer avec ça aussi. On va essayer d'inclure des personnes de ces grosses entreprises dans nos conseils d'administration
pour réfléchir aussi bien à des façons de les aider dans leur prototypage, d'amener les équipes de ces grosses entreprises dans nos lieux pour rencontrer des étudiants. Et le campus numérique qui s'installe dans le centre-ville va être aussi très porteur là-dessus, puisqu'on a un fort besoin en recrutement de personnes dans le numérique, des personnes qualifiées, qui aujourd'hui sont quand même pas mal absorbées par Nantes, hein, où il y a un gros attrait pour le numérique. Donc nous, pour garder un petit peu les talents sur le territoire, on va essayer de travailler avec les écoles. Donc on a des personnes de l'IUT avec nous, du CESI, l'école d'ingénieurs qui s'installera vraiment juste au-dessus du Fab Lab. Et on va, de manière générale, essayer de faire un peu du lien avec tout ça. Donc, on est un carrefour, on est un Fab Lab, mais on est surtout un carrefour qui va connecter des acteurs entre eux, qui va faire en sorte de faire émerger des projets et surtout donner les clés pour qu'après, le projet puisse vivre de lui-même, même en dehors du tiers-lieu. Donc, voilà, ça, c'était pour essayer de résumer un petit peu notre façon de jouer avec le territoire, parce qu'on peut dire qu'un tiers-lieu va apporter de la résilience à un territoire, va permettre de décloisonner des choses, de faciliter des choses. Tu as parlé de facilitateur. Donc, le Blue Lab, en tout cas, sert un petit peu d'acteur, mais à côté de ça, on a aussi la Ruche à côté, hein, avec qui on monte justement le futur coworking numérique, avec la French Tech, qui est un autre réseau encore sur le territoire, et puis d'autres tiers-lieux qui vont attirer plutôt des entreprises de l'ESS ou des entreprises du développement durable ou de l'économie circulaire. Donc tout ça, ça doit toujours rester, en tout cas pour les politiques, ils doivent comprendre qu'il y a des acteurs qui se parlent déjà, et on est à l'écoute des signaux faibles. Les politiques vont avoir plutôt une vision très, très générale. Et nous, en fait, à la base, on va être sur le terrain et on va sentir plein de petites choses qui vont peut-être émerger dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, plus même, et donc au-delà du mandat. Et il faut garder ça en tête. Ça veut dire qu'on peut être des lieux d'expérimentation pour tester des dispositifs et puis pourquoi pas expérimenter la ville. On aime bien prototyper et il n'y a pas que en fabriquant des choses. On peut aussi fabriquer des initiatives. Voilà. Côté modèle économique et gouvernance? Alors, c'est vrai que je n'ai pas trop abordé la question. On est 5 salariés. On a un adulte relais qui vient un petit peu épauler toutes nos actions, enfin un petit peu beaucoup même, nos actions dans les quartiers. Donc, c'est avec lui qu'on déploie les mini-labs avec les maisons de quartier, les animateurs des maisons de quartier. On va travailler aussi avec un conseiller numérique qui vient de finir sa formation Simplon, justement, et qui va être en lien avec d'autres conseillers numériques du territoire pour essayer de créer un dispositif complémentaire. Et puis après, on a une équipe classique, Fab Manager, direction et puis administratif. Voilà. Et au niveau du financement, on a la Carène qui nous aide quand même beaucoup. C'est eux qui ont été à l'initiative, donc qui ont au départ beaucoup abondé. On a eu la région à un moment sur l'amorçage. On a eu des privés aussi qui nous aident. Et on a aussi une partie prototypage et bureau d'études qui nous sert à apporter environ 20% de nos fonds propres. Donc, comme on a un petit lieu, on est obligé de créer d'autres choses. On n'a pas de bar, on n'a pas de coworking. Donc, on va essayer de trouver des services plutôt vers les privés. Et puis, derrière, ça nous permet de financer des actions gratuites. Voilà. Et juste parce qu'on a une question, vous n'êtes pas situé en QPV Non, on est en plein cœur de ville, donc on est vraiment inscrit dans le dispositif de cœur de ville. Par contre, on va avoir des appels à projets liés aux quartiers prioritaires sur lesquels on va agir, alors souvent en partenariat avec d'autres acteurs de ces quartiers prioritaires. Et dans votre gouvernance, aujourd'hui, la collectivité n'est pas partie prenante. Vous êtes en partenariat. Alors, moi, je dis toujours avec Thibaut, qui est le référent, mon référent direct, on est quasiment collègues, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, les agents territoriaux de la Carène, on est obligé de discuter en continu avec eux pour aussi cerner les attentes du territoire et puis de voir de quelle manière nous, on peut les aider. Donc, pour moi, c'est une symbiose qui est obligatoire, quoi. Bon, on va peut-être s'arrêter sur ce joli mot de symbiose obligatoire. Et donc, on est maintenant connecté à Brive-la-Gaillarde. Bonjour à vous deux, Karine
et Frédéric, merci d'être présent aujourd'hui. Donc, je refais ma petite introduction de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous m'aviez entendu, mais donc voilà, direction Brive-la-Gaillarde, aussi ville moyenne qui est aujourd'hui engagée dans le programme Action Cœur de Ville. On a fait un petit focus voilà, sur le lien entre dynamique de tiers-lieux et enjeux de redynamisation des centres-villes. Donc, Karine Macha, qui est porteuse, ou à l'origine en tout cas, du tiers-lieu qui s'appelle le 400, espace de travail partagé avant tout, et Monsieur Frédéric Soulier, maire de Brive-la-Gaillarde. On vous écoute sur comment voilà, la collectivité fait de ce projet un projet qui est au cœur des enjeux de redynamisation du centre-ville. Quels appuis vous avez donnés à l'installation, je dévoile un peu, mais à l'installation de cet espace en plein cœur de ville. Vous avez participé à son déménagement. Pourquoi effectivement ces projets de tiers-lieux sont aujourd'hui importants pour vous dans le cadre aussi d'une réflexion plus large sur l'aménagement de votre territoire? Alors bonjour, donc Frédéric Soulier, maire de Brive et président de l'agglomération du bassin de Brive qui regroupe donc 48 communes. Vous avez parlé de déménagement, c'était aussi un peu la genèse de cette première rencontre, le 400 association qui s'était installée pour ses premiers jours d'activité dans une commune un peu périurbaine rurale de la ville-centre. Cette rencontre s'est faite une fois que Karine, qui est à mes côtés, Karine Macha, s'est investie personnellement sur ces outils et sur ces produits autour de l'écosystème numérique et de jeunes créateurs et de jeunes talents investisseurs sur cette nouvelle économie. Donc, c'est une belle rencontre avec Karine qui s'est faite en 2016. Et puis, un pari de mettre le 400 au cœur de la ville, dans notre centre-ville historique, qui avait été juste alors labellisé et est une des premières communes de France à être labellisée cœur de ville. Donc, notre action, au-delà de la confiance, ça a été le pari, puis le pari entre les personnes. Le dynamisme de Karine y est pour beaucoup. S'appuyer sur une association de loi 1901, nous, collectivité plutôt facilitatrice et accompagnatrice sur l'idée, sur le projet, sur son développement, partie d'une vacance commerciale, sur une place centre-ville, mais plutôt place un peu discrète. L'idée d'une agora aussi autour du numérique avec son implantation centre-ville, bâtiment donc, qui appartient donc, à la collectivité, donc aide directe de la ville auprès d'associations, ça a été quasi les 2 premières années donc, de loyer à zéro, puisque c'était aussi une façon d'accompagner l'association dans son démarrage. Une avance remboursable de 50 000 €, c'est-à-dire que ça a été là aussi un levier important pour le démarrage et le soutien donc, au projet, au-delà du soutien dans la labellisation fabrique de territoire. Et puis, bon an, mal an, une confiance qui s'est instaurée, une communication à la fois sobre mais bien ciblée qui a pu glaner des hommes et des femmes désireux de s'engager sur ce projet. Et puis après, Karine pourrait en parler bien mieux que moi, mais un écosystème sûr et qui se développe autour de l'innovation, autour de la compétence, autour de jeunes entrepreneurs. Donc, ça crée une petite entreprise dynamique en centre-ville qui n'a rien d'un visuel classique autour de l'action commerciale, puisque le centre-ville, c'est essentiellement, et en particulier le nôtre, très centré sur le commerce de proximité. Mais là, on ouvrait finalement notre capacité à une activité, j'allais dire, tertiaire numérique, de conseil dynamique pour un axe et une vitrine extrêmement passante qui permet justement là aussi de pouvoir connecter assez vite, soit par curiosité, soit par compétence, soit par porteur de projet. Et puis maintenant, ça fait 6 ans que nous avons démarré notre histoire et il y a encore,
je pense, beaucoup de chemin à faire et c'est tant mieux. Donc, c'est une belle histoire qui lie à la fois la confiance et puis le bon rebond d'une activité qui, à mon avis, n'est qu'au début de sa naissance. Peut-être que je pourrais rajouter, vous nous entendez bien, Yolène? Peut-être que je pourrais rajouter que la particularité du 400, c'est que c'est le premier tiers-lieu de Corrèze, que le mot même de coworking finalement était un petit peu absent il y a 6 ans et que du coup, grâce à la facilitation de la collectivité, en fait, on a pu aussi faire ce pari d'ouvrir un espace de travail autrement. Et du coup, mettre en œuvre des projets aussi innovants. Et du coup, sans le soutien de la collectivité, sans le soutien de l'avance remboursable, ça aurait été vraiment difficile. Et du coup, c'est vraiment ça qui nous a boosté. Et le fait d'être en centre-ville aussi, puisqu'on a vu notre fréquentation doubler en étant en plein cœur de ville. Voilà. Alors, j'ai peut-être une question aussi pour vous, Monsieur le maire, qu'on nous a adressée tout à l'heure. On nous a demandé quel est l'impact d'un tiers-lieu dans la vie économique d'une commune ou d'un territoire. Vous, voilà, qu'est-ce que cette intégration dans le centre-ville de ce tiers-lieu a généré? Du flux. Cœur de ville, c'est la réappropriation des vacances commerciales et des vacances de logement. Comme toutes les villes moyennes de notre taille, petites, moyennes de notre taille, la question de la vacance est inscrite chez nous en objectif depuis 2014, où on a inscrit l'évolution de la ville dans une mutation secondaire au sens de son cycle urbain et la réappropriation des centres-villes par le fait d'être résident. Si on est résident, on est chaland, et si on est chaland, on a aussi de grandes chances de faire vivre l'économie et d'apporter un certain flux d'activité. Donc, le centre-ville doit se développer dans les prochaines années dans ces critères-là. Et donc, le 400 bénéficie et profite de cela, mais contribue aussi à cela. Il y a un vrai enjeu pile et face d'une même pièce, et c'est là où la complicité est assez séduisante. L'objectif majeur à travers le document La page urbaine, c'est l'évolution de la ville à 20 ans. Quels sont ses points forts, mais surtout quels sont ses points faibles? Comment régler les questions en même temps de la résidence, sur la base de la vacance, de la résidence, du fait de vivre dans une ville et de pouvoir consommer dans la ville sans avoir besoin quasi à se déplacer. En fait, le centre-ville, c'est quand même un centre commercial de vie à ciel ouvert. C'est bien plus fort économiquement que n'importe quelle grande surface aux extérieurs de la ville. Et on se rend compte que la notion de proximité, la notion de service, c'est aussi des choses qui vont pousser fortement dans les prochaines années, qui déjà sont au début d'un vrai mouvement. Et donc, le 400 se mesure à cela. Alors, vous dire concrètement le chiffre d'affaires, l'impact du flux, c'est sans doute encore un petit peu trop tôt, mais ça fait partie d'un mouvement dans lequel les petites villes ou les villes moyennes d'aujourd'hui vont rentrer. Et dans leur croissance, moi je suis assez confiant sur les 3, 5 ou 10 prochaines années sur ce mouvement-là qui tape toutes les sensibilités sociétales, environnementales. Cette espèce d'écosystème que tout le monde appelle toujours de ses voeux, c'est finalement faire vivre une ville par à la fois l'innovation et surtout par ses services. Et la notion de service, elle va aussi toucher, en dehors du 400, on a créé Brive Accélère, qui est aussi un enjeu de la mutation du métier commerçant. Aujourd'hui, la compétition, elle ne se situe plus entre commerce de centre-ville et commerce de grande distribution. La vraie concurrence et la vraie compétition aujourd'hui, c'est commerce réel face au commerce virtuel. Et donc, dans ce domaine-là, c'est important dans une ville et dans son centre-ville de se doter aussi de toutes les compétences. Et quand vous avez des jeunes entrepreneurs qui croient
peut-être sans doute beaucoup plus que nous, avec une perspective et une vraie vision sur l'évolution et un vrai appétit sur le développement de leur propre idée, de leur propre business, je trouve que c'est gratifiant pour une collectivité, c'est gratifiant pour une marque. Et la marque Brive, aujourd'hui, est une marque, voilà, toute modestie, mis à part bien sûr, mais est une marque qui est extrêmement importante. Et aussi la connexion, à proximité, on installe notre campus connecté avec, à septembre, rentrée 22, on aura 21 étudiants qui vont être connectés avec les universités de Montpellier à Lyon, de Paris à Bordeaux, en passant par Toulouse. Et donc là aussi, j'espère un vrai décloisonnement et une vraie synergie entre le 400 et campus connecté qui sera vraiment à 50 mètres l'un de l'autre. Merci beaucoup à vous deux. On a une question sur les enjeux de transition écologique. Alors, peut-être qu'on se l'adressera collectivement ensuite. Je ne sais pas, avant que vous nous quittiez, si vous avez 2 mots à dire sur le sujet aussi, sur comment les logiques de tiers-lieux aujourd'hui permettent de répondre à ces questions de transition écologique et environnementale. Et puis, on s'arrêtera sur ça si vous avez quelques mots pour passer la parole à Lorme ensuite. Le fait peut-être de dire que en plein centre-ville, donc on a fait le pari de s'installer en plein centre-ville, que justement la plupart des gens qui sont installés sont quand même en télétravail, donc du coup moins de déplacements. L'impact environnemental, en fait, il est de cet ordre-là. Le fait que les gens finalement n'aient pas n'est pas en fait à se déplacer et puis justement gagnent en pouvoir d'achat et peuvent consommer localement, comme disait monsieur le maire. Ça, c'est aussi très important. Et puis peut-être juste, je voulais vous dire que plus de la moitié des gens installés au 400 ont moins de 30 ans ou 30 ans. Et que plus de la moitié sont des gens qui viennent d'ailleurs, y compris de l'étranger. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que de chez soi, pratiquement, puisque c'est un lieu comme à la maison, finalement, on peut travailler de Brive pour le monde entier. Et l'impact environnemental, il est là aussi. Merci beaucoup à vous deux. On est parfait niveau timing. Il nous reste 10 minutes avant de conclure, ce qui va nous permettre de passer maintenant à Lorme. Lorme, qui est petite ville de demain, avec Christian Paul, maire de Lorme, et Sophie Jouette, directrice de Issy-Morvan. Encore une fois, c'est un peu inconfortable pour vous, j'en suis désolé. Donc, on va intervenir à 2 voix avec Sophie Jouette, qui est la directrice d'Issy-Morvan, qui est un des tiers-lieux de Lorme en ce moment. Et s'il y a une difficulté technique dans le débat, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, puisque nous avons accès au chat. Donc, j'ai bien sûr écouté avec beaucoup d'intérêt les témoignages précédents qui montrent que ce que chacun dit, au fond, est vraiment partie prenante d'un mouvement national qui est très profond, qui est très intéressant depuis quelques années. Lorme, c'est une commune de 1400 habitants qui est dans la Nièvre, dans le Morvan, qui est embarquée depuis quelques années dans la démarche Village du futur que nous avions fait émerger avec le Conseil régional de Bourgogne et la 27e région. Je le rappelle parce que je pense que c'est aussi un terreau très favorable pour l'esprit tiers-lieu dont on parle aujourd'hui dans ce débat. Alors, il y a depuis maintenant 3 ou 4 ans une véritable floraison de tiers-lieux, et j'avoue que j'en suis moi-même souvent surpris. En tout cas, c'est assez fascinant puisqu'il y a une dizaine de tiers-lieux existants ou en émergence ou à l'état de projet. Depuis la mission numérique, nous sommes aujourd'hui, qui était le tiers-lieu historique en quelque sorte, qui a été créé il y a une vingtaine d'années et qui progressivement rentre vraiment dans l'esprit des tiers-lieux avec du coworking, avec une pépinière, avec des activités culturelles. Il y a Issy-Morvan, dont Sophie Jouette va vous parler, qui est
dans le makerspace, on va dire en Morvandiau, le Relais des Futurs, qui est un lieu, une ancienne auberge, qui est un lieu sas, en quelque sorte, entre le monde des villes et le monde des champs, à l'intention de celles et ceux qui veulent venir s'installer dans la région, qui ont besoin d'une période intermédiaire avant un atterrissage plus complet. Nous avons un tiers-lieu en cours de réalisation au sein de l'EHPAD, qui est un tiers-lieu interface entre la cité et la maison de retraite, donc avec un coin culinaire, une salle d'animation et même une microbrasserie. Nous avons plusieurs tiers-lieux culturels autour des arts plastiques et de la photo. Nous avons une maison des associations qui est en train d'être réinventée en mode tiers-lieu. Nous avons également, depuis quelques semaines, une habilitation territoire zéro chômeur de longue durée qui va aussi prendre la forme d'un lieu très ouvert sur la cité, et puis peut-être à venir aussi un tiers-lieu des jardins. Voilà, pardon d'être un peu long, mais c'est pour montrer la diversité, et puis l'importance aussi d'avoir une sorte de masse critique, en quelque sorte, puisque les tiers-lieux coopèrent, collaborent, et il y a vraiment une synergie. Donc cette démarche, c'est quoi? C'est à la fois une façon très réfléchie de penser la renaissance du monde rural, encore une fois, une commune de 1400 habitants en plein Morvan. C'est une génération spontanée d'initiatives, parce que nous avons appris à les accueillir, mais évidemment, nous ne les portons pas toutes en régie directe, bien au contraire, nous sommes plutôt du côté de la commune et de l'équipe municipale en soutien, et ces tiers-lieux, aujourd'hui, s'entraident et produisent aussi une contagion positive, parce qu'ils témoignent, il y a des effets de réseau, et quelques-uns de ces tiers-lieux ont aidé à l'atterrissage des autres. Ce sont des associations, des entreprises de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, pour certaines, mais pas toutes. Et puis, ce sont aussi des modèles économiques à inventer, parce que dans le monde rural, les zones de chalandise, comme on dit en ville, sont souvent réduites, et donc il faut souvent de la pluriactivité, des lieux multifonctionnels si on veut véritablement pouvoir vivre aussi dans ces tiers-lieux. Et puis, il y a un beau programme que je salue, qui est la Fabrique de territoire, qui est un programme de soutien aux tiers-lieux, qui est également porté ici par la collectivité communale et par plusieurs des tiers-lieux fondateurs. Voilà, c'est ça la démarche tiers-lieu. Alors, très rapidement, parce que je sais le temps compter, des impacts importants. Quand on parle de nouveaux lieux et de nouveaux liens, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Effectivement, ce sont des lieux qui s'ouvrent dans des bâtiments qui souvent étaient désaffectés, et ce sont des liens nouveaux qui se créent. Et c'est l'autre élément très important, le point de vigilance essentiel, c'est veiller à réussir les greffes des tiers-lieux dans les territoires ruraux, mais aussi dans les territoires urbains. Donc, ça veut dire des brassages de population entre les Lormois toujours et les nouveaux arrivants. Les tiers-lieux doivent être des lieux de brassage de population, et dans la plupart de ces endroits, ça fonctionne. Les effets sont considérables. Je dis souvent que ce sont de petits flux avec de grands effets, parce que le nombre de porteurs de ces projets n'est pas un nombre infini, mais l'effet est tout à fait considérable. Il est à la fois humain et économique. Et dans une commune de 1400 habitants, une dizaine de projets comme cela, vraiment, ça change la vie quotidienne, et surtout, ça redonne de l'énergie au territoire. Comment soutenir les tiers-lieux, puisque c'est une des questions centrales de cet après-midi. D'abord en ayant la porte ouverte à la mairie, et dans tous les lieux, on peut soutenir les tiers-lieux. Puis ensuite, les aider à franchir ensemble le parcours du combattant, parce que ce n'est pas un boulevard, la création des tiers-lieux. Il faut faire une pédagogie des tiers-lieux du côté des financeurs, du côté des administrations qui financent le développement rural. Donc ça, c'est aussi le rôle des élus. Notre rôle, c'est aussi de favoriser les réseaux, les synergies, l'entraide entre les tiers-lieux. C'est ce que fait très bien la fabrique de territoire.
c'est aussi faire de la pédagogie pour les aides publiques qui se mettent en place en ce moment, les contrats de relance et de transition écologique, les contrats de pays avec les régions. Il faut systématiquement une ligne de financement pour les tiers-lieux. Ça, c'est une bataille politique qu'il faut mener quand on négocie ces contrats. La fabrique de territoire, encore une fois, je le redis ici, c'est vraiment un programme qui est intéressant parce qu'il est souple. Je ne dirais pas de tous les programmes de l'État, et celui-là est suffisamment souple pour pouvoir s'adapter à des territoires très différents. J'entendais tout à l'heure Brive, Saint-Nazaire, etc. s'exprimer. Évidemment, chacun a une identité territoriale et la fabrique de territoire peut vraiment s'adapter. Elle est co-gérée entre la commune et les principaux tiers-lieux ici. Voilà, donc rapide rappel, Sophie prendra le relais dans un instant. Je voudrais simplement terminer en disant que dans le débat local sur les tiers-lieux, on hésite entre l'ORM cité des tiers-lieux, et ça c'est bien engagé, ou l'ORM cité tiers-lieux. Et ce n'est pas la même chose. Cité des tiers-lieux, c'est la relative profusion dont je parlais tout à l'heure et le travail en commun. L'ORM cité tiers-lieux, c'est un état d'esprit différent qu'il faut entretenir. C'est un esprit d'ouverture qui est indispensable pour accueillir les tiers-lieux, une ouverture au monde qui vient. On a évoqué allusivement tout à l'heure la transition écologique. C'est aussi sortir d'une vision très normée, très linéaire, très techno du développement local en milieu rural, avec des initiatives qui sont souvent décalées, atypiques, innovantes, mais qui portent du sens réellement pour ceux qui les lancent. Et puis, c'est aussi trouver des modes de gouvernance qui associent vraiment les habitants dans leur diversité au développement de ces projets. Voilà, je passe la balle à Sophie Jouette pour Issy-Morvan. Désolée, on n'a pas de retour, mais on en aura tout à l'heure, j'espère. Donc, Issy-Morvan, ici veut dire incubateur de création innovante. Et donc, nous sommes en construction depuis un certain nombre d'années avec notre société mère qui s'appelle Mekissi, dont la manufacture principale est à Issy-Montreuil, manufacture qui est une manufacture solitaire urbaine, sociale et solidaire, créée par Nicolas et Christine Barre il y a de ça 10 ans maintenant déjà. Et depuis, on a ouvert d'autres manufactures urbaines à Marseille, à Nantes, à Ouascal. On va en ouvrir une à Tours. Et on va dire que la rencontre avec Christine et Nicolas Barre nous a donné l'idée de fabriquer le modèle rural de ces ateliers partagés, de ces makerspaces, comme disait Christian. Et donc, après une visite à Montreuil, nous avons invité Nicolas et Christine à venir à l'Orme, découvrir qu'est-ce qu'était ce village fantastique de 1500 habitants au cœur de la Nièvre, entre Paris et Lyon, dans une zone qui était une zone déjà très innovante, comme le disait Christian, il y a une vingtaine d'années. Et donc, le projet s'est construit, se construit. Nous allons commencer les travaux en cette fin d'année 2022. Donc, ça va débuter dans on a choisi le lieu. Le lieu, c'est l'ancienne usine hydraulique de la ville de l'Orme qui a ouvert en 1897, qui a fonctionné simplement 20 ans et qui ensuite a été transformée en logement. Voilà. Et dans ce lieu, avec 2 bâtiments, on est en zone, en réserve naturelle, en Natura 2000. On est dans un lieu qui est très préservé et on va recréer en fait des ateliers partagés, bois, métal, céramique, avec la spécificité aussi de l'Orme, parce que on va dire que ça s'est amplifié avec la crise sanitaire que nous venons de vivre, mais nous avons énormément de gens qui travaillent autour de ce qu'on appelle l'image animée, le cinéma, mais la fiction documentaire. Et donc, on va donc créer un atelier de mastering son et vidéo avec la spécificité de cette manufacture, c'est du logement avec 6 chambres, la possibilité de loger sur place et de travailler sur place en résidence ou bien dans des offres que l'on fait avec Mekissi, comme on a appelé une offre très morvandelle, Made in Morvan. C'est-à-dire quand vous venez par exemple, vous installer ici, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser les ateliers
pour pouvoir aussi rénover votre maison et vous installer définitivement dans le Morvan. Donc, tout ce travail a été mené avec la commune de Lorme, évidemment, avec le Pays Nivernais-Morvan, avec la région Bourgogne-Franche-Comté qui nous aide aussi. Nous sommes donc labellisés depuis cette année manufacture de proximité. Je crois qu'on est un des rares territoires à avoir les deux, c'est-à-dire fabrique de territoire et manufacture de proximité par France Tiers-Lieux. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir les 100 savoir-faire que l'on a développés au sein de nos manufactures du réseau national et pouvoir créer un modèle rural. Ça n'est pas évident. On est là tous ensemble pour faire ça. Et surtout, ça va permettre aux gens de s'installer et non pas de venir sur des métiers des savoir-faire que l'on va recréer, des savoir-faire qui seront aussi partagés avec toutes nos autres manufactures. C'est-à-dire quand vous allez être adhérent d'ici Morvan, vous êtes aussi adhérent du réseau Mekissi. Et donc, vous pouvez bénéficier de tout l'écosystème que l'on a fabriqué aussi dans le Morvan et qui est fabriqué depuis 10 ans par les manufactures qui sont en France. Voilà. Alors, n'ayant pas de retour, je ne sais pas du tout quelles sont les questions parce que je vais essayer de me connecter à votre lien. Effectivement, ça va être un peu compliqué pour les questions-réponses et puis on a déjà dépassé en fait le timing. Donc, ce qu'on vous propose, ça si va vous pouvez nous laisser rentrer par l'autre canal, nous pourrons vous entendre. Est-ce qu'on peut le faire ou est-ce que c'est compliqué? D'accord. Voilà. Bon, c'est pas. Alors, je pense que de toute façon, on va s'arrêter là. Je vous laisse dans le chat peut-être leur dire effectivement qu'on conclut. Merci beaucoup Sophie, merci Monsieur Paul de votre intervention. Donc comme je le disais, on a dépassé un peu notre timing, donc on va s'arrêter là. Merci à tous ici présents et en duplex de votre participation. On va prendre toutes les questions qui sont dans le chat et puis au moment de la rediffusion, parce que oui, on a eu des questions sur est-ce que ce webinaire va être diffusé? Oui. Donc, au moment de la rediffusion, on partagera aussi les questions et avec les réponses qu'on pourra collectivement y faire. On fera aussi des petites capsules vidéo pour valoriser tout le contenu qu'on a partagé aujourd'hui. Je me rends compte qu'1h30, c'est un peu court, mais je vous remercie tous d'avoir tenu le timing. Comme je le disais en introduction, on va se retrouver pour un prochain webinaire à la rentrée, début septembre, sur le soutien au modèle économique des tiers-lieux. Donc là, voilà, focus sur les enjeux économiques. Le 3e webinaire aura lieu au mois d'octobre, cette fois-ci sur comment faire tiers-lieu dans les lieux publics. Bibliothèque, on a déjà un peu esquissé le sujet tout à l'heure, bibliothèque, médiathèque, école, mairie, effectivement. Et puis le 4e webinaire, encore une fois, on verra dans le chat, mais on appelle à vos contributions. C'est carte blanche à date. À vous de nous dire quelle est la thématique que vous voulez qu'on adresse, encore une fois, sur ce format de témoignage élus et binôme élus et porteurs de projets. Merci à vous tous. On s'arrête ici. Merci encore une fois à la Trésor de nous avoir accueillis et on se retrouvera à la rentrée, cette fois-ci au sein du Hub des territoires à la Banque des territoires. Très bon après-midi à vous tous. Au revoir.